Plus de 11 millions de personnes vivent aujourd'hui à Canton. La ville est la capitale commerciale du sud de la Chine. Au temps des comptoirs européens, les navires partis d'Europe arrivent ici, après un périple de 6 mois. Canton est à l'époque le point de rencontre entre la Chine et l'Occident. Voici le dernier bâtiment qui témoigne du commerce au XVIIIe siècle. Il date de 1723 et abritait la guilde des marchands de soie. Car les Européens viennent ici chercher la soie, le thé et la porcelaine. Mais avant d'accéder au centre de la cité, tous les marchands de l'époque devaient obtenir une autorisation officielle. Ils devaient patienter sur une toute petite île qui s'appelle Huangpo, à une vingtaine de kilomètres au large. Les navires européens avaient l'obligation d'y accoster. Les marchands étrangers étaient soumis au système de canton, c'est-à-dire à un code commercial très strict. Nous sommes sur la rivière des Perles, en direction de Huangpo. À peine amarré, chaque bateau était inspecté par les douanes chinoises. Yilin s'est intéressé aux différentes étapes du système de canton. Il y avait un rituel qui consistait à mesurer précisément les bateaux, leur largeur, longueur et niveau de ligne de flottaison. En fonction de ces mesures, les bateaux étaient classés en 4 catégories. Ce classement permettait de fixer le montant des droits de douane à payer pour chaque navire. Le règlement des taxes avait lieu dans les bâtiments des douanes. Cet endroit est devenu un musée entièrement dédié au commerce de cette époque. Une scénographie a été conçue pour évoquer ce passé. Ce que vous voyez ici, c'est une scène de présentation d'une cargaison de thé. Là, c'est un Chinois avec des échantillons de thé qu'il propose à un commerçant étranger. L'histoire du commerce extérieur à Canton a plus de 2000 ans. Au départ, ce commerce ne concernait pas les échanges entre les Chinois et les Européens. Les premiers échanges avec le monde extérieur ont d'abord eu lieu avec les Perses. Les marins occidentaux se rendaient ensuite à Canton. C'est alors la seule province de Chine à pouvoir commercer avec l'extérieur. Une fois les autorisations données par les autorités locales, les marchands des compagnies européennes pouvaient accéder au cœur de la ville de Canton. Pour cela, ils prenaient des embarcations traditionnelles, les fameuses jonques, qui malheureusement ont disparu. Aujourd'hui, la circulation sur la rivière des Perles est particulièrement calme. Mais à l'époque, comme le notaient les voyageurs, elle était toujours très intense. En ville, les marchands étaient cantonnés à quelques quartiers qui leur étaient réservés. On les appelait les factories. Il y en avait 13, et aujourd'hui, une rue porte le nom justement de ces 13 factories. Au XVIIIe siècle, c'est le lieu de travail et de résidence des commerçants étrangers. La rue est toujours une des plus commerçantes de la ville. George McKibbens est américain, professeur d'histoire à l'université de Canton. C'était la seule porte possible du commerce avec la Chine. Peu d'Européens à cette époque savaient parler le chinois, très peu. Quelques marchands chinois apprenaient l'espagnol, le français ou l'anglais. Mais la langue utilisée ici, c'était l'argent, l'argent. Au XVIIIe siècle, les Occidentaux ne sont pourtant pas libres de travailler comme ils l'entendent. Le commerce est strictement réglementé. Pour s'approvisionner, les étrangers doivent traiter avec un hong, un marchand chinois qui leur est attitré. Nommés par l'empereur, les hongs sont chargés des commandes et du recouvrement des taxes. Le système des hongs, c'était un système où seuls ces marchands étaient habilités à traiter avec les étrangers. C'est pourquoi certains d'entre eux sont devenus les personnages les plus riches au monde.
Cette fortune, les Chinois la bâtissent entre autres sur le commerce de la porcelaine, dont ils sont les seuls jusqu'au XVIIIe siècle à détenir le secret. Les Européens utilisaient de l'argile et des matériaux hybrides et n'arrivaient pas à obtenir cette finesse, cette délicatesse que l'on a découverte avec la porcelaine chinoise. En Chine, on utilisait du kaolin qui a la spécificité d'être très résistant et donc de produire une porcelaine de fine épaisseur et translucide. Aujourd'hui, quelques artisans résistent à la production industrielle. On continue de décorer les porcelaines à la main, comme au XVIIIe siècle. À cette époque, pour les Européens, la beauté des porcelaines chinoises relève du miracle. 10 millions de pièces inonderont l'Europe en quelques décennies seulement. Des artistes occidentaux réinterprètent les motifs des porcelaines dans ce que l'on appelait les chinoiseries. Le peintre français, François Boucher, est l'un des maîtres de ce courant du XVIIIe siècle. Un peu plus tard, la reine en personne, Marie-Antoinette, constitue une grande collection de chinoiseries. L'aristocratie française commande en Chine des porcelaines ornées de ses propres motifs. Mais le secret de la porcelaine chinoise ne va pas tarder à être percé. Un missionnaire jésuite, le père d'Entrecolle, envoie en France 2 lettres détaillant tout le processus de fabrication. Les Français cessent alors de passer commande. Un coup dur pour les Chinois, ce ne sera pas le seul. L'arrivée massive de l'opium va bouleverser les relations entre les Occidentaux et la Chine. Pour rééquilibrer la balance commerciale, les Anglais inondent le marché de cette drogue produite dans leurs colonies indiennes. Un véritable désastre, un Chinois sur 4 est opiomane. Les autorités impériales ne peuvent le tolérer. 20 000 caisses d'opium seront brûlées en place publique. Un acte qui provoque la première guerre de l'opium en 1839. Elle oppose les Anglais aux Chinois. Canton est bombardé, puis conquise. Les Anglais peuvent reprendre le commerce de l'opium. 17 ans plus tard, une seconde guerre éclate. Les Français se joignent aux Britanniques. L'Empire du Milieu est acculé à la capitulation, contraint de céder de nouveaux territoires. En 1860, Anglais et Français se partagent l'île de Shamian, en plein cœur de Canton. Au temps des concessions, l'île permet aux Occidentaux de tenir les Chinois à distance. Les ponts sont surveillés en permanence, et cela pour éviter toute intrusion sur cette partie de la ville désormais européenne. Ici, ce n'était plus vraiment la Chine. Avant les guerres de l'opium, le pouvoir était aux mains des puissants marchands chinois. Et tout à coup, ils ne sont plus considérés. Les Chinois ne sont admis ici que s'ils portent un plateau ou soulèvent un diplomate dans une chaise à porteur. Les Chinois sont passés du statut de puissant, de gouvernant, à celui de servant. C'est pourquoi cette période est appelée dans les manuels d'histoire chinois les 150 années d'humiliation. Les Anglais, puis les Français, y construisent de nombreux bâtiments. L'île de Shamian est le quartier le plus préservé de Canton. La plupart des façades y ont été restaurées. C'est d'ailleurs le cas de celle-ci. Le bâtiment date de la période des concessions. C'était la poste française. Le jaune et le blanc étaient les couleurs typiques des bâtiments français de l'époque.
Shamian est devenu aujourd'hui une vitrine de l'architecture coloniale européenne. La dernière restauration en date est celle du Canton Club, construit par les Anglais en 1864. C'était alors le lieu de divertissement des élites étrangères. Le chantier est dirigé par l'architecte Tang Wowa. Venez voir ici. Le contour de ces fenêtres est construit en briques rouges. En menant des recherches, nous avons découvert que ce sont les marchands anglais qui ont ramené ces briques d'Angleterre par bateau. Elles servaient à équilibrer leurs navires. Pour restituer l'aspect original du bâtiment, il s'est appuyé sur une photographie ancienne. Vous voyez ce toit sur cette vieille photo? Il avait totalement disparu lorsque j'ai découvert cet endroit. Nous avons donc décidé de le reconstruire à l'identique, comme ici sur la photo. Le toit vient d'être achevé. C'est un bel exemple de technique mixte occidentale et chinoise. Lorsque les colons occidentaux sont arrivés à Canton, ils ont dû adapter leur technique de construction au climat local. Vous savez, ici, le climat est très chaud. Le rayonnement solaire est très fort. Alors on superpose 2 couches de tuiles. Là, il y a un espace vide pour isoler le bâtiment de la chaleur. Grâce au travail de ces restaurateurs, le Canton Club va renaître, comme au temps des concessions. Nous quittons l'île de Shamian pour aller un peu plus au nord, dans le quartier de Liwan. On y trouve toujours le canal qui, il y a 150 ans, permettait aux commerçants d'acheminer les marchandises sur l'île de Shamian. C'est ici que se sont installées une partie des familles chinoises qui commerçaient avec les Occidentaux. Manan est conservatrice de musée. Ce quartier était un centre très important du commerce entre la Chine et le reste du monde. Ici étaient concentrées les résidences des commerçants les plus riches. La cohabitation entre Chinois et étrangers a favorisé un mélange de styles architecturaux. Ça a donné naissance au style Xiguan. Beaucoup de belles demeures de l'époque ont disparu, mais l'une d'entre elles a été restaurée. Cette maison Xiguan est une résidence privée qui appartenait à un riche marchand chinois. Elle date de la fin de la dynastie Qing. Nous l'avons surnommée la Grande Maison Xiguan. Venez avec moi. L'architecture de la maison Xiguan s'articule autour de 3 grands salons en enfilade. Une pièce de vie, un grand salon de réception, avec à l'arrière une antichambre pour se reposer. La 3e pièce dans laquelle nous sommes sert de bureau et de salon de lecture. C'est un endroit où le chef de famille donne des enseignements à ses enfants. La brique grise est le matériau de base de ces maisons. Ce qui me plaît le plus dans ce style architectural, ce sont toutes ces fenêtres avec les vitraux. Comme celle-ci qui combine une technique de fabrication venue d'Europe avec des motifs traditionnels chinois. Les marchands les plus aisés vont construire des ensembles architecturaux uniques, comme l'Académie Chen. Ce bâtiment richement décoré est un temple. Il a appartenu à la famille Chen, une grande famille, un clan de marchands très puissant. C'était son lieu de culte. C'est là que toute la famille se rassemblait pour vénérer les ancêtres. Aujourd'hui, il abrite un musée. L'Académie Chen est un vaste complexe composé d'une vingtaine de bâtiments et de plusieurs cours. Un exemple rarissime de l'architecture du 19e siècle en Chine. À quelques rues de l'Académie Chen se trouve un autre lieu de culte.
C'est le temple des Sibanyans, l'édifice bouddhiste le plus vénéré de la ville. Il date du VIe siècle. Les Européens vantent d'ailleurs dans leurs écrits la tolérance religieuse qui règne à Canton à cette époque. Ce qui fait la célébrité du lieu, c'est sa pagode des fleurs, une imposante tour de 57 mètres de haut. C'est une pagode bouddhiste caractéristique de la dynastie des Liang. Lorsqu'on la regarde de l'extérieur, il y a 9 étages et chaque niveau est de forme octogonale. 8 côtés, car dans l'architecture chinoise de la pagode, le nombre impair désigne le ciel et le nombre pair, la terre. C'est un concept bouddhiste de l'unité du monde qui s'est inscrit jusque dans l'architecture des pagodes. Raju Fashi est l'un des moines responsables du temple. Nous découvrons qu'il y a en réalité 17 étages. Chaque palier renferme des reliques sacrées. À l'intérieur de la pagode, on trouve des statues de Bouddha. Elles sont très vénérées par les fidèles. Il y a au total 88 Bouddhas répartis sur l'ensemble de 17 étages. Le chiffre 88 n'a pas de signification particulière dans la religion bouddhiste. L'explication est plutôt à trouver dans la culture chinoise, où le chiffre 8 est très populaire. C'est un chiffre porte-bonheur. Il est le symbole de l'enrichissement et de la prospérité. Il faut encore gravir quelques marches avant de découvrir le trésor des Sibanyans. Voici le Sorin, une colonne verticale que l'on trouve au sommet de chaque pagode. Celui-ci est en bronze, il pèse 5 tonnes. C'est un patrimoine extrêmement précieux. Il y a 1023 petites statuettes de Bouddha sculptées tout autour de la colonne. Dans notre religion, on dit que ces 1000 Bouddhas sont venus au monde pour sauver l'homme de la souffrance et de la misère, et nous permettre de nous libérer de nos angoisses et de nos malheurs pour finalement devenir nous-mêmes Bouddhas. La pagode a longtemps été l'édifice le plus élevé de Canton. L'ancêtre des gratte-ciels qui façonnent aujourd'hui le paysage de la ville. Lorsque la nuit tombe sur Canton, c'est une autre ville qui s'offre à nos regards. Sur la rivière des Perles, les ponts et les tours s'illuminent. Au théâtre de Jingnan, on se prépare pour le spectacle de ce soir. L'opéra Yu et Yu est avant tout un opéra traditionnel destiné à un public très populaire. Fable, histoire d'amour ou épopées héroïques, le maquillage y tient toujours un rôle essentiel. On appelle ce maquillage le Hualian. Dans notre opéra, il existe en rouge, jaune, bleu, blanc et noir. Celui-ci se caractérise par le contour noir des yeux et le visage blanc. Ce trait rouge jusqu'en haut du front, c'est son caractère. C'est un esprit de grande détermination et d'un tempérament explosif, toujours prêt à réagir et aller au bout des choses. Quant aux yeux cernés de noir, ils représentent la puissance du personnage.
répertoire national comprend plus de 6000 pièces. Quant à l'opéra cantonais, toujours très populaire, il a 3 siècles d'existence. Il est aujourd'hui inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Canton n'a rien perdu de son dynamisme. Tout comme à l'époque des comptoirs occidentaux, le commerce reste la clé de sa prospérité. Nous sommes au marché de Qinping. On y trouve des produits plutôt insolites. Le marché de Qinping est réputé pour ses produits de médecine chinoise, et notamment le ginseng, dont la racine est source de vitalité. Les Chinois le consomment depuis des millénaires. Hui Min a ses habitudes au marché de Qinping. Chaque semaine, cette jeune femme vient dans la boutique de Monsieur Xian acheter sur prescription médicale une denrée très populaire à Canton. Je suis en train de choisir les scorpions que je vais acheter. Les scorpions vivants. Je prends surtout les scorpions mâles. Ils sont plus légers que les femelles. Ça me permet d'en prendre plus. Ils ont plus d'effet. Ils ne sont pas mortels. Leur poison n'a pas d'effet néfaste sur le corps humain. Ces scorpions peuvent soigner plus de 130 maladies. C'est pourquoi beaucoup de gens ici les consomment. C'est un produit très précieux dans la médecine traditionnelle. Avec cet ingrédient un peu particulier, la jeune femme pourra préparer une soupe qui devrait lui permettre, selon son médecin, de prévenir les maladies liées à l'humidité de Canton. Depuis des millénaires, les Chinois ont fait de la santé une priorité. Nous sommes dans le parc le plus important de la ville. Les habitants viennent ici faire de l'exercice et notamment du tai chi. Cette discipline, qui à la base est un art martial, associe des mouvements lents à la respiration afin de faire monter l'énergie vitale. C'est également le terrain de jeu des amateurs de tiens. Ce sport est apparu en Chine il y a 2500 ans. Le but, se passer un volant sans le faire tomber à terre. Un peu plus loin dans le parc, voici Monsieur Xi. Il perpétue un art ancestral en Chine, la calligraphie. Cette technique d'écriture a toujours fasciné les Occidentaux. Monsieur Xi la pratique de façon éphémère, avec un pinceau et de l'eau. C'est très bon pour le corps et ça donne de l'énergie à mon esprit. Je peux calligraphier à peu près 300 poèmes. Quand vous avez réalisé une belle œuvre, vous vous sentez bien, détendu. Cet après-midi, Monsieur Xi a calligraphié plusieurs vers. L'un d'entre eux dit « Le cœur apaisé et l'esprit tranquille permettent au pinceau d'être un virtuose ».
Aujourd'hui, Canton est une ville bouillonnante, loin de l'esprit tranquille du pinceau de Monsieur Xi, mais fière de ses traditions millénaires.